Bonsoir et bienvenue, on est très content de vous retrouver pour ce nouveau Jeudi Investigation. Ce soir, une enquête sur des petites pilules qui nous changent la vie. Oui, des pilules miracles, quoi. C'est dur à expliquer, mais je ne suis pas fier de moi. J'ai l'impression d'avoir besoin du médicament pour pouvoir me concentrer à l'école. J'ai remarqué que les vendredis, quand je ne prends pas de médicaments, je dois faire beaucoup plus d'efforts que d'habitude pour suivre les cours. Alors ce lycéen n'a rien, il a beau être dans le cabinet d'un docteur, il n'est pas malade, il n'a pas de problème de concentration, il n'a aucun problème d'hyperactivité et pourtant ce pauvre gosse est gavé de Ritaline. C'est un médicament qui sert à soigner des pathologies, mais là en l'occurrence, les médecins top malins ont trouvé que si on donnait ça à quelqu'un de bien portant, il devenait excellent à l'école. Et c'est un nouveau phénomène. Les médicaments ne servent plus à soigner des maladies, mais à rendre les gens plus performants. Par exemple, plus beau, on peut prendre des petites pilules effectivement pour paraître plus jeune, ou éventuellement pour devenir une bête de sexe, voire pour réduire son sommeil. Enfin, ceux qui font ça, c'est pour travailler plus quand même. Hein. Exactement, pour bosser 22 heures sur 24. Vive le monde moderne. Ouais, le monde moderne, tu parles. En ce moment, aux États-Unis, il y a une super mode chez les adolescents. Ils vont piquer des médicaments dans l'armoire à pharmacie de leurs parents, puis ils font leur petit cocktail et ils organisent ce qu'on appelle des farming parties. C'est-à-dire des soirées médoc, on avale tout, on regarde ce qui se passe, autant dire que c'est super dangereux. Ouais, plus que dangereux. Enfin, regardez l'enquête de Laurent Lunetta et d'Ariel Wiesman, l'enquête sur ces petites pilules magiques qui rendent plus beau, plus intelligent et plus jeune, une enquête produite par La Grosse Boule. Les pilules, toujours plus. C'est l'avènement de la consommation massive de pilules miracles. Le but, repousser les limites humaines et rester dans la course à la performance. Les pratiques dopantes ne touchent pas que les sportifs. Elles se généralisent, se banalisent et contaminent tout le corps social. Aujourd'hui, on peut retarder le vieillissement. Ce n'est plus un fantasme, mais une pratique avant-gardiste, la médecine anti-âge. On peut chimiquement forcer ses enfants à être concentrés à l'école. Si on paye le prix, 35 heures de travail peuvent être concentrées en 2 jours en sautant la case sommeil. Enfin, on peut se métamorphoser en étalon sur commande. Ces pilules sont dans la plupart des cas des médicaments détournés. Les dangers pointent déjà. Aux États-Unis, les adolescents fabriquent leur propre cocktail de drogue en mélangeant des médicaments. C'est le dramatique phénomène des farming parties qui alarme les autorités publiques. Nous rentrons dans l'ère du dopage ordinaire, où tous les maux humains ont une réponse chimique. Saurez-vous y résister? Hollywood n'est pas que la Mecque du cinéma, c'est aussi un des endroits les plus concurrentiels du monde où il vaut mieux rester jeune et performant. Jim Lampley a 58 ans, présentateur sportif pour les chaînes américaines ABC et HBO, mais aussi producteur de films, il est bien décidé à se maintenir dans la course. Pour rester optimum, il suit un traitement anti-âge qui lui fait prendre plus de 40 pilules par jour. Ça, c'est du pregnénolone, la base de toutes les hormones. Ça, c'est de l'huile de poisson, qui est un des produits les plus importants dans la médecine anti-âge. Ça, c'est du MSM. J'en prends 2 fois par jour, c'est pour renforcer les ongles et les cheveux. Ça, c'est une formule de prostate naturelle, 2 fois par jour. Ça, c'est un booston intellectuel. Ça s'appelle Cognitex. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ça, c'est de la DHEA. Ça sert pour le système reproductif, la vitalité sexuelle. Qui n'en voudrait pas? Je suis complètement dépendant psychologiquement de mes compléments. Je dois l'admettre. S'il m'arrive d'oublier une de ces boîtes quand je pars en voyage, je suis perdu. Tout comme je n'oublierai jamais mon téléphone portable ou mon iPod pour écouter de la musique dans la rue, ou tout comme je me sens inutile sans mon ordinateur, il faut que j'ai toujours mes compléments alimentaires sur moi. Au-delà de l'efficacité chimique même de la pilule, n'oublions pas qu'il y a le phénomène d'espérance. C'est-à-dire que prendre quelque chose, pour certains, prendre déjà un comprimé, penser à prendre un comprimé, fait sécréter dans notre cerveau des substances efficaces. On va mieux quand on espère aller mieux.
J'aurai bientôt 58 ans et je me sens mieux maintenant. Je suis probablement plus fort que quand j'avais 45 ou 46 ans. Aujourd'hui, la vieillesse change de visage. La médecine anti-âge ralentit les effets du vieillissement et promet des rêves d'éternelle jeunesse. Reconnue comme une spécialité à part entière aux États-Unis, cette médecine du futur change déjà le quotidien de milliers d'Américains. Pour eux, l'âge n'est plus vécu comme une fatalité, mais comme une simple maladie que l'on peut enrayer en consommant tous les jours des produits hyper adaptés. Ron Rothenberg est un pionnier de l'anti-aging, reconnu pour le sérieux de ses recherches. À 65 ans, il pratique toujours le surf et teste sur lui-même ses produits. À San Diego, il a ouvert son institut pour une clientèle aisée. Ses arguments sont simples et séduisants. Le vieillissement est une maladie. Mais il faut voir ce que l'on entend par maladie. La médecine anti-âge n'est pas contre les personnes âgées ou contre le fait d'être vieux. Le fait d'accumuler les années est une chose merveilleuse, mais c'est une maladie, comme le diabète, que l'on ne peut pas éliminer complètement, mais que l'on peut contrôler. Est-ce que chaque année qui passe, on doit devenir plus faible, accepter la diminution de sa masse musculaire et de ses facultés cognitives? Non. De plus en plus de médecins et de scientifiques se posent la question sur ce fameux vieillissement. Peu importe qu'on considère ça comme une maladie ou pas, c'est un fait. C'est une maladie qui nous touche tous, ou c'est un phénomène physiologique qui nous touche tous. D'ailleurs, en vous disant ça, je vous dis que c'est un phénomène physiologique, parce qu'une maladie qui touche 100% des gens n'est pas une maladie, par définition. Vous êtes prêt, docteur? Ouais, je suis prêt. Vous avez l'air en super forme. Vous avez l'air en super forme aussi. Ron Rothenberg propose un arsenal de remèdes pour le mieux vieillir. Il réalise d'abord des examens médicaux pour déterminer précisément les carences de ses patients avant de leur prescrire un traitement personnalisé à base de cocktails vitaminés, de boostants intellectuels et d'antioxydants pour éviter les dégradations cellulaires, mais aussi des oméga 3 et des huiles de poisson pour les acides gras essentiels. Pour régénérer l'organisme, si le corps n'en produit plus assez, il propose aussi des hormones en pilule comme la DHEA ou carrément des injections d'hormones de croissance et de testostérone. En homme d'affaires avisé, Ron publie sa méthode Jeune pour toujours. Dans son institut, il vend aussi sa propre gamme de produits. Barry Minko a 40 ans. Il est pasteur, en parfaite santé, mais soucieux de ses capacités intellectuelles et de son tonus physique. Celui-ci? Ça, c'est du Conitex. C'est un boostant intellectuel. J'en prends combien? Un par jour? La dose idéale serait 2. 2 par jour. L'espérance de vie est estimée à 120 ans. Et c'est ça le problème. Comment allez-vous passer vos 20 ou 30 dernières années? En faisant du surf? Ou du ski? Ou bien dans une maison de retraite? Scott Jones dirige une entreprise d'import-export de 400 employés. Bien qu'approchant la soixantaine, il ne pense pas du tout à la retraite, mais au contraire, son traitement anti-âge lui permet de se sentir jeune et en pleine possession de ses moyens. Tous les mois, il fait un bilan avec le docteur Rothenberg. Les résultats du cholestérol sont mieux que jamais. Les niveaux de ta vitamine B sont parfaits. Ton foie marche très bien. C'est vraiment parfait. Pourquoi je suis ce traitement? C'est pour avoir plus d'énergie, pour ne pas perdre ma vitalité sexuelle, pour garder mes facultés intellectuelles. Et pour cela, il y a plein de médicaments et de traitements. Le coût du traitement est de $2500 par mois. Pour Scott, si son corps ne produit plus naturellement assez de testostérone, ce n'est pas une fatalité. Toutes les semaines, on lui fait des injections parfaitement dosées par rapport à ses besoins. La testostérone m'aide pour ma libido, et mon niveau de testostérone est le même que celui d'une personne de 25 ans alors que j'en ai 58. Je ne suis pas marié, j'ai plusieurs copines, je profite de la vie plus que jamais. Il y a des risques avec ce traitement, mais je suis prêt à les assumer car je me sens tellement mieux et je me sens plus jeune.
Il y a plein de choses dans la vie que l'on doit acheter soi-même. Sa voiture, sa nourriture, sa maison. La médecine anti-âge en fait partie. Bree Walker est journaliste à Los Angeles. Elle est prête à mettre le prix pour rester jeune et performante. Cette quinquagénaire atteinte du syndrome de Lobster Claw, une très rare difformité des mains, suit le traitement du Dr Rothenberg depuis près de 10 ans. Elle lui verse $2500 par mois. Elle a essayé pratiquement tous les produits existants depuis le début de la médecine anti-âge. Elle consomme quotidiennement une trentaine de pilules couplées à des piqûres d'hormones de croissance. Je suis probablement le parfait exemple de quelqu'un qui pourrait tout simplement arrêter la caféine plutôt que de dépenser de l'argent en quelque chose d'aussi cher que l'hormone de croissance. C'est pourquoi je suis un peu le stéréotype de la quinquagénaire qui se dit « Bon, j'essaie ça cette année et l'année prochaine, j'essaierai autre chose. » Pour l'hormone de croissance, les effets positifs qui ont été largement publiés dans les plus grandes revues médicales, pour faire simple, c'est avant tout un regain d'énergie, les gens ont plus d'énergie, une diminution de la masse grasse, sans avoir à faire de l'exercice. Donc ça, c'est le rêve de beaucoup de gens. Voici la partie la plus controversée de mon programme anti-âge. C'est l'hormone de croissance. 4 mg. J'ai juste à trouver un endroit. C'est pas du tout douloureux. Voilà une toute petite aiguille et c'est fait. On n'a pas encore tous les renseignements disponibles sur l'hormone de croissance. Plein de médecins estiment que c'est dangereux. Je ne vous parle pas de l'émergence de cancer ou le développement de cancer, ça c'est quelque chose qui est possible, et ça implique tout le bilan médical qu'il faut faire avant éventuellement de conseiller ce genre de produit. Je devrais peut-être avoir peur d'être un cobaye. Mais les doses que je prends sont tellement infimes. En France, l'usage d'hormones humaines de croissance est uniquement autorisé pour soigner des maladies graves dégénérescentes ou des cancers. D'une manière générale, la médecine anti-âge est encore très minoritaire et surtout peu reconnue par les autorités. Alors nous entrons dans une ère où nous risquons d'être tous dopés, en tout cas d'être tous confrontés, de par cette société de consommation, mais aussi cette société de performance, à la tentation de prendre des substances qui améliorent nos qualités, nos performances au quotidien. La France est le pays de la consommation record de psychotropes, c'est connu. Sur les 38 millions de personnes qui ont recours à ces béquilles chimiques, beaucoup les détournent pour en faire des cocktails dopants. Ce jeune homme d'une trentaine d'années vendait des assurances-vie pour une grande banque française. Les pratiques dopantes étaient son quotidien, avant qu'il ne s'y consume. Quand je sniffe du Prozac, ça me met un coup de fouet, si vous voulez. Dans mon milieu professionnel de la vente, je pense qu'il y a pas mal de gens qui prennent des médicaments. Comme ils prennent pas d'héroïne ou de cocaïne et tout ça, ils se croient que c'est pas de la cam, c'est pas des drogués et tout, mais c'est quelque chose de courant de tourner avec des cocktails, alcool, médicaments. Du Prozac, du Valium avec de l'alcool et du curaçao. Voilà la recette simple qui permet vraiment de donner une stimulation très forte. Les formules et les cocktails circulent avec des recettes comme des recettes de cuisine. Elles s'échangent dans les bureaux, elles s'échangent dans les cercles de relations amicales ou familiales sans aucun problème. Le matin, au réveil en général, je me prends à peu près, 6-7 Prozac et je bois un tiers de litre de whisky. Si vous voulez, on a l'impression de pouvoir déplacer des montagnes. Ça se ressent sur les affaires, les gens, les clients. Tout ça, ils ressentent que vous êtes bien, si vous voulez. Eux, ils s'imaginent pas que vous avez fait un cocktail avant. J'arrivais à faire mes 15 heures quand il fallait, si je voulais toucher telle prime ou n'importe quoi. J'arrivais à les faire sans problème, quoi. Il n'y avait pas de souci. J'arrivais à dormir 2-3 heures par nuit, des fois, et le matin à repartir comme si de rien n'était. La place du moins performant est difficile à tenir et que sous la pression de l'histoire pharmacologique, sous la pression sociale en général, il est extrêmement compliqué maintenant de résister à ces conduites dopantes. Il m'est arrivé une fois d'abuser un peu, si vous voulez. J'avais fait des cocktails et après je suis allé travailler. Et là, vraiment, j'ai cru que j'allais mourir.
J'étais vraiment pas bien et c'est le jour-là que je me suis dit c'est pas possible d'en arriver là pour le boulot, quoi. La clinique Montevideo, dirigée par le docteur William Lovenstein, est un lieu dédié à la recherche et le traitement des addictions. Outre les classiques fléaux sociaux que sont l'alcool et les drogues illégales, le docteur constate une recrudescence de dépendance aux médicaments. Cette jeune femme d'environ 30 ans qui travaille dans le milieu du spectacle est en fin de cure de désintoxication. Elle fait un bilan avec le docteur Lovenstein avant sa sortie. Sa dépendance à la cocaïne s'associait régulièrement à des abus de médicaments. Est-ce que dans les périodes de grand boulot, d'activité ou de créativité à déployer, il y avait des médicaments ou des substances que tu prenais? Il y a eu un Survector, là j'ai pris ça. Qui était cet antidépresseur. Voilà. Très amphétaminique, pour pas dire que c'était une amphétamine déguisée. T'étais accro. Ah, ça te rendait accro. Combien de Survector tu prenais? Je prenais 4, 5, 6. Je pouvais pas vivre sans la plaquette. C'est ça, ouais. J'ai eu des patientes d'ailleurs, qui consommaient jusqu'à 120 comprimés de Survector par jour. Ouais, que je comprends très bien, parce que ça t'apporte cette histoire de force. Ça te donne une illusion de force, que tu maîtrises tout. Le médicament, c'est devenu un objet de consommation. C'est devenu quelque chose qui doit améliorer notre confort, notre plaisir, notre quotidien, qui n'a pas grand-chose à voir avec la maladie, mais qui a tout à voir maintenant avec une conduite dopante, une conduite d'amélioration de notre état au quotidien. C'est une réelle révolution sociologique. Autre exemple de cette révolution sociologique, l'usage détourné du modiodal, que l'on appelle aussi le modafinil. Ce produit est un puissant éveillant, uniquement prescrit en France pour les gens qui souffrent de troubles graves du sommeil. Il permet notamment aux narcoleptiques de ne pas s'endormir sur leur lieu de travail et facilite leur vie sociale. Son absence d'effets secondaires séduit une poignée de personnes bien informées qui y ont recours ponctuellement pour pouvoir tenir des cadences infernales. Uniquement délivré sur ordonnance exceptionnelle, ce médicament est pourtant disponible sur Internet pour 90 € la boîte. Jimmy Kempfler travaille dans une association. Dans les festivals de musique, il prodigue conseils et soins aux toxicomanes. Il maîtrise les effets et les dangers de tous les types de stimulants. Pourtant, lui-même avoue se doper parfois au modafinil. Le but, l'efficacité professionnelle à tout prix. Le boulot que je faisais consistait parfois à travailler 40-50 heures non-stop, des fois des semaines de 90-100 heures. Et il est évident qu'il fallait un truc pour tenir. Nous menions des actions de prévention, de réduction des risques et de soins dans le milieu festif. Les free parties, notamment les grands technivals, c'est d'ailleurs à ces occasions-là qu'il m'est arrivé de ne pas du tout dormir pendant 3-4 jours. À la fin de l'action, il fallait ramener les gens. Ça évitait de s'endormir au volant, ça permettait de repousser encore un petit peu les limites de la fatigue. Repousser les limites de la fatigue est un enjeu stratégique et donc militaire majeur. C'est en 1991, lors de la première guerre du Golfe, que le modafinil, que l'on appelait alors le Virgile, fut testé par l'armée française sur ses propres soldats. À l'époque encore à l'étude, le produit ne bénéficiait pas d'autorisation de mise sur le marché. Yannick Morvan a 48 ans, c'est un ancien légionnaire aujourd'hui à la retraite, victime d'irradiation à l'uranium appauvri et de différentes expérimentations. Pendant la guerre du Golfe, il en garde des séquelles irréversibles. Il vit à côté de sa mère qui l'aide dans son quotidien. Il a aussi fait partie des premiers soldats à qui on a donné l'ordre de consommer du modafinil en mission. Ces vétérans, qui considèrent avoir été traités comme des cobayes, sont toujours en procès avec l'État français pour obtenir des réparations. On prenait une pilule et puis ça nous remettait en route un petit peu pendant 6-8 heures. Le docteur Lagarde est au service de santé des armées. À l'époque, il dirigeait les recherches sur le modafinil et suivait le résultat des expériences menées sur le terrain. Le modafinil a été utilisé la première fois en situation opérationnelle lors de la première guerre du Golfe en 1991. Il n'y a eu aucun effet secondaire rapporté. Tous ont été extrêmement satisfaits de la prise de modafinil, puisque même un officier a dit que la nuit était la continuation du jour. J'avais l'ordre de prendre la pilule tous les 8 heures. Je travaillais beaucoup, moi, j'étais mécanicien. Donc je faisais les missions de reconnaissance le matin avec les sections de combat. L'après-midi, le soir, je faisais la mécanique sur les véhicules.
Et la nuit, je montais la garde. Donc il me restait très peu à dormir. Il me restait 3 heures, 4 heures à dormir. Et c'était très difficile. Dans la société dans laquelle on vit, des fois, il y a des coups de bourre, il faut bosser beaucoup, il faut donner, il faut assurer, il faut prendre ses responsabilités avec des enjeux importants. Et à ce moment-là, oui, c'est un dopant avec des conséquences minimes s'il est pris ponctuellement. J'ai une patiente qui a un métier typiquement à charrette, comme on dit, qui est le métier de l'architecture. Sur des périodes parfois de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, elle consomme 4 à 6 comprimés de modafinil par jour pour pouvoir livrer à temps son projet. Quelles sont les conséquences? C'est qu'au bout d'1 mois, vous la retrouvez avec 10 kilos de moins et totalement irritable, ne supportant plus rien. Et finalement, cette molécule, qui est bien tolérée, si elle est en situation d'abus chronique, va entraîner ces débordements. Je vais dire, comme avec la cocaïne, ne nous leurrons pas. Cocaïne, ce nom de drogue est devenu par provocation une boisson énergisante aux États-Unis. Les energy drinks sont des mélanges musclés de soda, de sucre et de caféine. Leur effet boostant immédiat en a popularisé l'usage dans les milieux de la nuit. Aux États-Unis, ces boissons représentent 35 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. La particularité de cocaïne est d'être la boisson la plus puissante du marché. Elle contient 280 mg de caféine, soit l'équivalent de 8 expressos. Son créateur, James Kirby, cherche à l'exporter en France. 3 à 5 minutes après avoir bu cocaïne, vous ressentez une puissante montée d'énergie. Nous appelons ça l'instant rush. Au bout de 15 minutes, la caféine agit et vous maintient éveillé encore 5 heures. Cette nouvelle boisson aura pour effet secondaire, pour beaucoup, d'entraîner un mal-être plus qu'une amélioration des performances. Parce qu'à cette quantité de caféine, qu'est-ce qui va se passer? Pour certains, des maux de tête. Pour d'autres, un état de fébrilité avec des palpitations cardiaques, des tremblements, et surtout une sensation intérieure de bouillir sans savoir un petit peu ce qui se passe. Aux États-Unis, c'est le travail avant tout. Les boissons énergisantes favorisent les performances. Ça vous permet de travailler plus et de gagner plus d'argent. C'est un vrai phénomène de société. Ouais, ok, merci, à demain. Hier, je n'ai dormi que 4 heures. Alors au lieu de boire du café le matin, je bois ça. L'effet dure 4-5 heures. Au déjeuner, je bois la deuxième. Le soir, quand je vais au concert voir mes groupes de rock jusqu'à 2-3 heures du mat, je bois la troisième. Ça me permet de faire une bonne journée de 20 heures sans dormir. Le goût de la performance ne se limite pas à l'univers professionnel, mais envahit aussi le champ de la sexualité. En vente depuis bientôt 10 ans et fort de plus de 20 millions de prescriptions dans le monde, le Viagra se banalise de plus en plus. Comme ses concurrents, Cialis et Levitra, la petite pilule bleue est abondamment détournée. Pas besoin d'attendre la panne pour s'en servir. Viagra, Cialis, Levitra, que sais-je, enfin tous les produits qui sont aujourd'hui sur le marché, ne sont pas que des médicaments, mais sont des aphrodisiaques, tout simplement vendus en pharmacie et non plus accessibles en sex shop. C'est précisément l'usage détourné qu'en fait le public. Le public a compris que c'était des aphrodisiaques. Il a compris que prenant ces médicaments-là, il n'était pas malade, il était simplement à la recherche d'une performance. Lionel a 29 ans et il n'a pas de problème d'érection, mais il a trouvé un dopant pour se sentir à la hauteur dans toutes les circonstances. Le Viagra est un médicament cher, car il est encore sous brevet et non remboursé par la sécurité sociale. Une boîte de 8 comprimés de 100 mg coûte plus de 100 €. J'ai pas eu peur de la panne. C'est vraiment que je voulais donner le top du top, parce que la demoiselle que j'avais en face de moi ne pouvait pas se contenter du gars normal. Je prends mon demi-comprimé, je sens que je dépasse mes limites, que je dure plus longtemps sur la relation. C'est ce qui me fait passer pour, on va dire un étalon. Le Viagra, c'est l'analogue de l'anorexie chez les jeunes filles, l'analogue du culturisme chez les hommes, c'est l'analogue de la performance pour me regarder faire une performance. Et l'autre,
Si elle est heureuse, si ce qu'elle en pense, ce que ça lui fait, c'est très secondaire. Nous sommes ici dans un studio au sud de Paris. Loïc Luc réalise avec son épouse une séance de photos pornographiques qu'ils espèrent vendre à un magazine. Ce couple a déjà réalisé plusieurs films dits de reality sex. Les stimulants sexuels s'invitent régulièrement à leurs ébats filmés. Allez Loïc, à toi maintenant. À toi de te vendre maintenant. J'ai tout perdu, je suis à sec. T'as l'appart, t'as le Hummer, t'as tout ce que j'avais de côté. Moi, je te propose quelque chose. Je te vends mes services. Tu vas me vendre tous tes services? Je compte pas les heures, mais là, ça va faire 5 heures. J'ai besoin de me poser un petit peu, là. Une petite pause, hein. Faudrait une petite pause. Parce que là, j'ai un peu moins de sensibilité. Je vais prendre un petit peu de ces distances. T'embête pas, ça vient pas de toi. Ça vient que c'est les heures qui tournent. Et c'est un peu plus... J'ai relancé un peu la machine. Ah, j'ai compris, hein. Moi, de préférence, je vais l'absorber avec quelque chose de sucré, un glucide rapide, pour que ça passe rapidement dans l'organisme, et de manière à pouvoir repartir. Et avec ça, je vais pouvoir donc, dès que je vais pouvoir me recaresser, et je vais pouvoir donc reprendre mon érection, et on va pouvoir faire une séance de 10, 11, 12 heures, et finir par une éjaculation. Quand on doit sortir 1200 photos et travailler sur 10-11 heures, et pour être sûr de vraiment donner du qualitatif et pouvoir vraiment faire de belles photos, moi personnellement, au bout de 5-6 heures, je commence un petit peu à baisser le régime, ça commence à devenir pénible. Pénible dans le sens où j'ai du mal à garder l'érection. Je pense qu'on fait un effort qui est différent de certaines personnes, on fait de la performance, c'est ce que le public réclame. À partir de là, moi je suis pas contre un petit coup de pouce. Dans le milieu de la nuit gay, la circulation de stimulants sexuels est admise et banalisée. On parle maintenant de sex clubbing. La pornographie gay a également adopté ces nouveaux boostants. Ce jeune homme travaille à la RATP, mais on le connaît plus sous le nom de Taurus, star du porno gay. Il tourne des films à Los Angeles et connaît les ficelles du milieu depuis 6 ans. La proportion de consommation de Viagra dans le milieu du X est de à peu près, je dirais, 99,9%. Toutes les productions possèdent du Viagra. Et donc, en l'occurrence, on nous dit pas est-ce que tu veux du Viagra, ou du moins plutôt prends du Viagra. On nous dit simplement voilà, il y a du Viagra et si tu en as besoin, viens me voir. Pierre a préféré garder l'anonymat. Ce trentenaire travaille dans un sex club gay parisien. Il associe souvent drogue désinhibante et stimulants pour se dépasser sexuellement. Les stimulants sexuels, oui, permettent des marathons sexuels, mais effectivement, il est possible de commencer à 11h du soir et d'en sortir à 10h du matin, en ayant toute la nuit, avec des pauses, des relations sexuelles avec plusieurs partenaires. Mon record personnel, je ne saurais pas forcément le chiffrer comme ça, mais ça peut être 8-9, ça peut être 8-9-10. Ces mecs-là, en général, sont des actifs qui vont aller tirer leur coup, faire jouir le passif, ne pas jouir, et passer à un autre. C'est-à-dire que ceux-là, ça va être... ils sont là pour faire une performance. C'est ce soir, j'ai tiré 10 mecs et je bandais comme un taureau. Le glissement vers un usage festif était absolument prévisible. Mais il nous échappe. Et il va échapper à l'industriel, puisque nous savons bien maintenant aujourd'hui que la consommation s'appuie non plus sur des prescriptions médicales, mais sur des achats dans le marché parallèle. Effectivement, les médicaments qui traitent les troubles érectiles ont complètement été détournés de leur fonction première par le milieu festif. Enfin, on peut même dire par les milieux festifs. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, ils servent vraiment à contrecarrer les effets négatifs que pourraient avoir les drogues festives pour pouvoir assurer sexuellement. Le cocktail le plus populaire utilisé par la majorité des clubbers, ça va être d'abord l'ecstasy, ensuite le GHB et le stimulant sexuel qui peut être pris pendant la soirée, avant la soirée ou à la fin de la soirée.
Le GHB, que l'on appelle aussi l'ecstasy liquide, est un puissant désinhibant. À forte dose, il crée des amnésies. Quant au poppers, c'est un vasodilatateur propice à l'euphorie. Son mélange avec le Viagra peut s'avérer très dangereux et même mortel pour des sujets ayant des faiblesses cardiaques. En 2006, il y a eu à Paris 2 décès causés par cette combinaison. Il y a eu 2 décès. Les décès ont eu lieu donc dus à la prise de Viagra et à l'exagération de la prise de poppers. La personne a été retrouvée à 4 heures du matin, décédée dans une cabine. Personne ne s'est aperçu de rien. C'est au moment de la fermeture des lieux qu'on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait une personne décédée. Dénoncer la banalisation du Viagra et les risques de son usage récréatif, c'est le combat de Laura Boudreau, avocate pour la AIDS Healthcare Foundation, qui est une grande association américaine de lutte contre le sida. Elle intente un procès au laboratoire Pfizer. Pour elle, les publicités pour le Viagra vantent l'image d'un produit de confort, un apport de virilité, alors qu'il s'agit d'un médicament. Le but de notre procès contre Pfizer est de responsabiliser le laboratoire. Car les publicités pour le Viagra présentent le produit de façon mensongère. Le message des publicités est « Prenez du Viagra, soyez un étalon ». Mais le Viagra est un médicament prescrit contre les troubles de l'érection et non pas un produit de consommation à utiliser à des fins récréatives. Là où le laboratoire est fautif, et les médecins qui prescrivent aussi, n'est-ce pas, c'est qu'ils ont fait l'amalgame entre l'érection et la relation sexuelle. Et on voit bien dans toutes les publicités que ce qui est en jeu, ce n'est pas l'organe, ce n'est pas la verge en érection dont on assure simplement la rigidité. C'est la relation. Et ça, c'est totalement frauduleux. Nous avons remarqué une vraie crise de santé publique. La recrudescence des MST est réellement inquiétante. Il n'y a aucun doute. Le Viagra joue un rôle fondamental dans cette recrudescence. Nous estimons que l'industrie pharmaceutique devrait être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de ces produits. S'il s'avérait que Viagra soit mal utilisé et détourné de son usage, qui est la dysfonction érectile, c'est un traitement de la dysfonction érectile, à ce moment-là, bien évidemment, c'est quelque chose qu'on suivrait attentivement, on en discuterait avec les autorités de santé. À partir du moment où il y a un détournement de l'usage, c'est effectivement la responsabilité du laboratoire de s'en préoccuper. Lutter contre le détournement des stimulants sexuels n'est pas encore un problème d'actualité pour les labos et les autorités de santé françaises. Pour le moment, les accidents dus à ces mésusages sont très rares, mais ils pourraient se développer tant l'engouement de la population générale paraît irréversible. Nous allons entrer dans une ère pharmacologique du confort sexuel. Là, nous n'avons qu'un site qui est touché par le Viagra et le Cialis, les Vitra, etc. C'est le site très précis, génital masculin. Attendons-nous, dans un avenir proche, à avoir des médicaments pour les femmes, à avoir des médicaments pour le désir, à avoir des médicaments pour l'orgasme. Nous entrons maintenant dans une sexualité médicalement assistée. L'enfance non plus n'échappe pas à la pression de nos sociétés de la performance. Aux États-Unis, il y a 6 millions d'enfants qui sont sous prescription de Ritaline. Ce médicament très controversé est habituellement prescrit pour aider les enfants qui souffrent de troubles de l'hyperactivité. Ses opposants dénoncent une pilule de l'obéissance abusamment prescrite pour calmer les enfants turbulents. Mais ce médicament, très proche dans sa composition d'une amphétamine, est aussi un psychostimulant susceptible d'être utilisé comme un dopant intellectuel. La dérive, c'est que ce médicament est très souvent consommé par des enfants qui n'en ont pas besoin et qui veulent juste faire plaisir à leurs parents, être meilleurs à l'école. Tout ce qui devient un peu différent doit être obligatoirement médicalement traité. Et que l'enfant turbulent d'il y a quelques années est considéré maintenant comme un enfant malade. Diplômé de la Columbia University, le Dr Lawrence Diller est un psychiatre spécialiste de la Ritaline qui fait autorité aux États-Unis. Dans son livre « Le dernier enfant normal », il évoque la banalisation de la Ritaline dans les familles américaines blanches et aisées. Bien que lucide et critique sur les possibles effets pervers et les dangers de ce produit, il en prescrit régulièrement quand il pense que cela peut améliorer le quotidien familial ou aider un enfant à faire face aux pressions de son milieu. Dans son cabinet de la banlieue aisée de San Francisco, il reçoit aujourd'hui le jeune Andrew qui suit un traitement de Ritaline depuis maintenant 2 ans. Qu'est-ce que tu n'aimes pas à l'école ?
L'histoire. Au bout d'un certain temps, ça devient tellement ennuyeux. Ah, qu'est-ce que je m'ennuie. Au bout d'un moment, ça devient lourd. J'ai juste envie de faire autre chose. La Ritaline permet à l'enfant de s'appliquer dans une tâche que normalement il trouverait ennuyeuse et difficile. Mais elle rend aussi ses actions plus méthodiques. À ton avis, pourquoi prends-tu de la Ritaline ? C'est censé contrôler mes réflexes. Si par exemple j'ai envie de frapper quelqu'un, le médicament fait en sorte que je m'arrête pour réfléchir. Oui, ça me donne l'opportunité de penser plus clairement. Ouais, c'est super. T'as tout à fait intégré le concept. Et est-ce que vous avez le sentiment, toi, Andrew, ou ton papa, que ce médicament t'a aidé à te concentrer dans tes devoirs à l'école? Oui, son institutrice m'avait dit qu'il y a vraiment eu une nette amélioration sur ses devoirs après qu'il a commencé son traitement. Prenons le cas d'un enfant normal ou d'un adulte. Son niveau de performance est là. Et ici, vous voyez comment l'enfant hyperactif agit en faisant la même tâche. Si vous donnez la Ritaline aux deux, voici ce qui se passe. L'enfant normal finit par agir comme un enfant surdoué et l'enfant hyperactif comme un enfant normal. Kyle a 15 ans. Il ne souffre aucunement de troubles de l'hyperactivité. Néanmoins, il suit depuis 5 ans un traitement de Ritaline. Son père, militaire, insatisfait par ses résultats scolaires, rêve de le voir intégrer une grande école. Tu fais plus d'efforts, mais ce n'est pas encore suffisant. Tu ne pousses pas encore tes capacités au maximum. C'est vrai que tu fais ton possible, et même si tes notes sont pas mal, elles sont encore trop moyennes en histoire. C'est dur à expliquer, mais je ne suis pas fier de moi. J'ai l'impression d'avoir besoin du médicament pour pouvoir me concentrer à l'école. J'ai remarqué que les vendredis, quand je ne prends pas de médicaments, je dois faire beaucoup plus d'efforts que d'habitude pour suivre les cours. Je sais que je peux le faire, mais ça me demande un grand effort. Il n'y a pas de raison de te sentir mal à l'aise. Il y a des gens qui ont des maladies qui les obligent à se soigner avec des médicaments. Il y a des gens qui ont du diabète, par exemple, ou qui ont un taux de cholestérol élevé. Eh bien, ils prennent un traitement pour ça. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de moins bien. Tu as une maladie et tu dois prendre un médicament pour te soigner. Il n'y a pas de honte à ça. Malgré les réserves du jeune Kyle, le docteur Diller suit le désir de ses parents et va renouveler la prescription de Ritaline. Car à cette dose et à son âge, il estime qu'il n'y a aucun danger pour sa santé. On sait que la prévalence d'une maladie comme l'hyperactivité, c'est de l'ordre de 3%. C'est-à-dire qu'en population générale, il y a 3% des enfants qui sont atteints par cette maladie. Ce qu'on constate aux États-Unis, c'est que dans certains États, il y a 25 à 30% des enfants qui sont sous médicaments spécifiques du traitement de l'hyperactivité, comme la Ritaline par exemple. Là, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a, à l'évidence, il y a des enfants qui ne sont pas hyperactifs, mais qui sont sous traitement de la maladie de l'hyperactivité de l'enfant. Ryan prend quotidiennement du Concerta, qui est un équivalent de la Ritaline. Ryan et sa famille voient surtout dans ce médicament censé améliorer la concentration un produit de confort. Je pense que parmi les problèmes de Ryan auxquels on cherchait une alternative, il y avait sa capacité à se concentrer à l'école. Il commençait à perdre confiance en lui et à mal se comporter en classe. On voulait vraiment faire quelque chose pour qu'il soit plus à l'aise avec lui-même, lui redonner confiance. Je pense que cette pilule a profondément changé ma vie. Avant de prendre cette pilule, j'avais de mauvaises notes à l'école. Tous mes profs se plaignaient de mon comportement et de mes résultats. Depuis que je suis sous traitement, c'est-à-dire 3 ou 4 ans, tous mes profs disent « Waouh, Ryan, t'as des résultats excellents dans toutes les matières. » Et ça me rend plus heureux que jamais.
La Ritaline ne pourra pas faire complètement changer d'opinion un enfant, mais ça le rendra docile dans ses décisions. Des fois, quand je dois aller à l'église, il y a des messes auxquelles je ne veux vraiment pas aller. Mais si je prends la pilule, je m'ennuie moins que d'habitude. Si la Ritaline est à ce point prescrit, c'est que ce qui est en jeu en réalité, c'est l'obligation d'hyper-adaptation. C'est-à-dire qu'on essaye absolument de calmer ces enfants, de les remettre dans le cadre et que surtout ils ne dérangent pas. Alors, ça va aussi de pair avec une certaine augmentation de la performance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est un peu plus dans le cadre, effectivement, ils vont correspondre un peu plus à ce qui est demandé par l'ensemble du corps social. On peut dire que je suis quelque part dépendant de ce médicament. Je ne vois pas vraiment les effets secondaires, je ne vois pas vraiment la différence entre les moments où j'en prends et les moments où je n'en prends pas. Mais j'en suis dépendant. Les États-Unis, c'est véritablement un pays, malheureusement, où les prescriptions de Ritaline sont devenues massives, puisque 6 à 7 millions d'enfants sont touchés. Entre 1990 et 2000, aux États-Unis, officiellement, 186 enfants sont décédés des effets secondaires de la Ritaline. Décédés pourquoi? Parce que c'est une drogue donc, qui est un dérivé amphétaminique qui agit sur l'organisme comme la cocaïne et qui va provoquer des anomalies, une altération des vaisseaux coronaires qui irriguent le cœur. Et on a des enfants de 8-10 ans qui décèdent. Et lorsqu'on les autopsie, on voit, déjà ils sont décédés d'arrêt cardiaque, et on voit qu'ils ont des cœurs de cocaïnomanes. Le jeune Matthew Smith est décédé à 14 ans. Il prenait, depuis l'âge de 7 ans, 20 mg de Ritaline 3 fois par jour. Son cœur n'a pas tenu. Les parents de Matthew n'arrêtaient pas de dire à son école qu'il avait de très fortes douleurs à la poitrine, qu'il avait constamment des migraines. Il voulait arrêter le traitement, mais l'école les a obligés à continuer les prises de Ritaline à tout prix. Un jour, Matthew était en train de faire du skateboard devant sa maison et tout d'un coup, il s'est effondré. Il a perdu connaissance et il est mort. En France, environ 12 000 enfants sont traités à la Ritaline. Des effets secondaires inquiétants comme des sentiments dépressifs ou des pulsions de suicide sont souvent rapportés. Mais à ce jour, il n'y a pas eu d'accident grave. Anne Casto est responsable de la surveillance des abus et des dangers liés aux prescriptions de médicaments. En France, nous avons mis immédiatement des conditions de prescription et de délivrance qui font qu'actuellement, nous pouvons dire, parce que ça c'est un produit qui est extrêmement surveillé, que l'immense, la très grande, même quasiment la totalité des prescriptions le sont faites dans les indications de l'autorisation de mise sur le marché. Cependant, il y a effectivement des petits signaux qui nous font dire qu'il va falloir probablement, dans les mois qui viennent, rappeler les conditions de bon usage du produit aux prescripteurs. Les laboratoires qui produisent des médicaments qui sont détournés, comme la Ritaline, déclinent toute responsabilité quant au drame lié à ces mésusages. Ils estiment que c'est les abus de prescription qui sont à mettre en cause. Ces laboratoires leaders qui inondent le marché de médicaments engrangent plus de 203 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Pour maintenir de tels bénéfices, leur nouvelle stratégie, inspirée par le succès de Viagra, est de proposer des pilules qui, en plus d'être des médicaments, deviennent des produits de confort intéressants pour le plus grand nombre. Tous les ans, il y a une enquête menée par le gouvernement sur l'utilisation de stupéfiants par les adolescents. Et l'année dernière, pour la première fois, le taux d'abus des médicaments était plus élevé que celui du cannabis ou de la marijuana.
En somme, aujourd'hui, les adolescents ont plus de chances de mettre la main sur un Vicodin, un Oxycontin ou de la Ritaline que sur un joint de marijuana. L'usage détourné des médicaments par les adolescents pour se défoncer devient un véritable phénomène de société aux États-Unis. Cette dangereuse tendance a un nom, les farming parties. Nous sommes dans la banlieue de Los Angeles, chez Max Schneider, un psychiatre spécialiste des addictions. Ces adolescentes s'appellent Sherry, Tricia, Courtney et Holly. Elles ont toutes 15 ans. Leur autre point commun, elles sont aujourd'hui en traitement psychothérapeutique après s'être abîmées dans la défonce aux médicaments. Ces collégiennes modèles ont toutes cédé à l'inquiétante mode des farming parties. La première fois que je suis allée à une farming party, j'avais 12 ans. Personne ne voulait acheter de drogues illégales, donc on a tous cherché des pilules dans les armoires à pharmacie de nos parents. On a pris les médicaments pour l'hyperactivité de nos petits frères, et puis on les a partagés et gobés à la soirée. Ma fille était une élève modèle. Elle était pom-pom girl. Elle ne correspondait pas du tout à l'idée qu'on peut avoir d'une adolescente qui se défonce aux médicaments. J'étais très choquée. Pratiquement toute mon école était une farming party. T'as quoi, toi? Ok, t'as du Xanax? Je t'échange 4 Adderall contre 2 Xanax. Ok, c'est cool. Tout le monde s'échangeait des pilules sans arrêt. Moi, j'ai changé du Xanax contre du Oxycontin, car ma mère devait en prendre pour se soigner. Oui, je volais les médicaments de mes parents pour les échanger et les amener aux fêtes. Le phénomène des farming parties a pris aujourd'hui une telle ampleur que la télévision américaine diffuse des spots de prévention pour alerter les parents. Cathy Ketchum est éducatrice dans un tribunal pour mineurs aux États-Unis, mais elle est aussi l'auteure d'un best-seller, Adolescents sous influence. Elle y décrypte leur nouveau comportement à risque. Les ados prennent tous des médicaments. Ils les mettent dans un grand bol et en prennent par poignées. Il leur arrive de prendre 4 médicaments différents sans savoir ce que c'est. Tout le monde se retrouve dans des états que seul le mélange de médicaments peut procurer. C'est un peu comme essayer de nouvelles choses à chaque fois. La marijuana, l'alcool et la cocaïne ont un effet déterminé sur la plupart des ados, alors que si l'on prend 2 ou 3 différents médicaments à la fois, en particulier si on les associe à l'alcool et à la marijuana, l'effet devient imprévisible. Et ça, c'est très attirant pour les adolescents. Ils aiment ça. J'adore vraiment prendre des médicaments pour me défoncer. L'effet dépend de ce que tu prends. Si tu prends de l'Oxycontin, ton corps est tout engourdi. Tu te sens trop bien. C'est comme l'effet de l'héroïne, et j'adore cette sensation. Les effets de l'Oxycontin sont identiques à ceux de l'héroïne. Mais si l'Oxycontin est écrasé et sniffé, ça peut être mortel, car l'effet peut être encore plus fort. J'ai essayé les drogues illégales, mais j'ai jamais fait d'overdose. Mais la pire expérience que j'ai vécue, c'est avec le mélange des médicaments. Les dangers des détournements de pilules sont aujourd'hui aux États-Unis un problème de santé publique sinistrement exponentiel. En 2005, 1,3 million d'Américains ont été transportés aux urgences pour cause d'overdose provoquée par des pilules. Mon pire souvenir avec les médicaments remonte à la dernière fois que j'en ai pris. On était dans les toilettes de l'école avec ma copine. J'avais pris 40 Benadryl et ma copine 60. Ma copine s'est soudainement évanouie. Elle est tombée dans une espèce de coma. Je croyais qu'elle était morte. Elle a fini en réanimation pendant 3 jours et moi j'ai fini à l'hôpital. C'est tellement dangereux pour ces adolescents, car ils ont la fausse impression que les médicaments sont moins dangereux que les drogues illégales. C'est sûr que l'endroit où ils sont fabriqués est plus propre. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est la puissance de chaque médicament et ses effets secondaires. En plus, ils les mélangent, ce qui est probablement la chose la plus dangereuse.
Une fois, je suis allée à une fête. C'était la première fois que je prenais du Xanax. J'ai pris 3 comprimés. Je n'avais aucune idée de ce que j'étais en train de faire. J'ai été traînée dans une chambre, battue et violée. Tout le monde était tellement défoncé que personne n'est venu m'aider. Nous sommes ici dans le tribunal pour mineurs de Walla Walla, une ville moyenne située à côté de Seattle, sur la côte ouest des États-Unis. On y juge tous les délits perpétrés par des adolescents. Parmi ces jeunes gens menottés, certains vont être jugés pour consommation et deal de médicaments. Ces pratiques se substituent de plus en plus au trafic de drogues illégales. Ça, c'est du sérieux, mon garçon. Corycidin, hydrocodone, marijuana, vicodin et méthamphétamine. Ce n'est pas un très bon début. Miranda a 16 ans. Elle purge son 7e mois de détention dans la prison pour mineurs de Walla Walla. Elle a été arrêtée avec son fiancé lors d'un contrôle d'identité pour possession illégale de médicaments et de morphine. Cette peine de prison est aussi un moyen pour essayer de sevrer son addiction aux médicaments. Je prenais des pilules car ça me mettait dans un état second. J'oubliais mes problèmes. Je ne voulais pas finir comme mon père qui était alcoolique et cocaïnomane. Je me disais qu'en prenant des pilules, je m'en sortirais mieux. Je volais l'Oxycontin à une personne âgée qui avait une tumeur au cerveau. Et la Ritaline, je la prenais à mon petit frère car il était sous traitement. Bien que Miranda ait un problème avec la drogue et qu'il soit interdit de lui prescrire des narcotiques, les médecins continuent de lui en donner. Elle ne respecte pas la posologie et se défonce avec. Les ados trouvent toujours un moyen d'avoir des pilules. Et si ce n'est pas par leur médecin, il y a d'autres personnes qui se les font prescrire pour les revendre dans la rue. C'est incroyable la facilité avec laquelle les ados mettent la main sur ces pilules. On sait qu'il y a des dealers en ville qui fournissent les adolescents. Il y a un réseau pour se fournir. S'ils veulent des médicaments, ils me disent qu'en sortant d'ici, en moins de 5 minutes, ils peuvent trouver tous les médicaments pour se défoncer. Si je veux acheter de la Ritaline, c'est $2 le comprimé. Je vends de l'Oxycontin pour à peu près $1 le milligramme. Ça dépend du dosage. Ce qui m'effraie le plus, c'est qu'on ne connaît pas encore les effets à long terme de l'Oxycontin, car ça ne fait pas longtemps que les gens en prennent pour se défoncer. J'ai aussi remarqué que ceux qui prennent de l'Oxycontin deviennent accros beaucoup plus vite qu'avec les autres médicaments. Hit late stage addiction a lot faster than any other drug. Les enfants grandissent dans une société où les pilules sont partout. Ils voient les adultes en prendre, ils voient des pubs sur Internet, à la télévision, ils en entendent parler à la radio. Ils grandissent en pensant que dans la vie, on ne doit pas souffrir. Quand ils souffrent, ils cherchent une réponse. Une des réponses, ce sont les médicaments. Notre culture a inventé des moyens qui permettent aux parents de moins souffrir. Et les enfants se servent de ces pilules pour se défoncer parce qu'on ne leur apprend plus à se défoncer culturellement, c'est-à-dire à triompher de la mort. Et que dans les cultures où on prend des jeunes et où culturellement on leur apprend à être plus fort que l'angoisse, plus fort que la peur, plus fort que la mort, je vous assure qu'ils n'ont pas besoin de médicaments. Malgré les dérives inquiétantes, la culture des pilules continue son développement record. Elle correspond à une soif de dépassement. On n'est qu'au début de cette révolution post-humaine. L'armée américaine teste une molécule pour rester éveillé 72 heures. Tous les labos travaillent sur un Viagra au féminin, recréant chimiquement le désir. On parle aussi de pilule de la fidélité, alors qu'il en existe déjà une qui efface les mauvais souvenirs. Et on rêve même de traitements pour devenir immortel. Nous voici dans l'ère de l'homme chimiquement modifié, où chaque faiblesse trouve sa pilule miracle. Une ère technique et mercantile où il y aura bientôt plus de remèdes que de maladies.
Cette émission est terminée. Nous, on se retrouve pour un nouveau Jeudi Investigation en 2008. Exactement. Début janvier, c'est dans pas très longtemps, juste 3 semaines. On reviendra avec une enquête incroyable au cœur de la crise au Pakistan, collée à Benazir Bhutto, entre autres, et avec les talibans. D'ici là, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. À bientôt. Salut.